Comment se fait-il qu'un peuple au sein duquel on retrouve de nombreux intellectuels à la renommée continentale, voire mondiale, des artistes à la créativité extraordinaire, des sportifs qui témoignent d'un esprit combatif certain, se soit laissé et continue de se laisser gouverner depuis plus de 42 ans par Paul Biya, président absent, au bilan tout à fait médiocre, au régime notoirement corrompu? Nombreux observateurs n'en finissent pas de s'interroger sur la formidable longévité au pouvoir de l'ancien étudiant de l'École nationale de la France d'outre-mer de Paris. Pour nourrir leur réflexion et le nécessaire débat sur les formes du pouvoir au Cameroun en cette année d'élection présidentielle, la politiste Marie-Emmanuelle Pommerol, maîtresse de conférences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, publie aux éditions Cartala ce livre « De la loyauté au Cameroun, essai sur un ordre politique et ses crises ». Elle est l'invitée de décrypter l'Afrique. Marie-Emmanuelle Pommerol, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on recommence par regarder un petit extrait d'une prise de parole de Paul Biya alors qu'il recevait François Hollande à Yaoundé. Interrogé par un journaliste français sur ses intentions éventuelles de prendre sa retraite, il répondait en faisant de l'ironie. Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Alors, y a-t-il du vrai dans cette boutade « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut » Derrière la longévité de Paul Biya au palais des Tudji, y a-t-il une forme de mérite, entre guillemets? Il y a forcément chez les élites, chez les dirigeants, une capacité, une compétence, surtout quand on a gouverné pendant plus de 40 ans. Mais je pense qu'il y a aussi, évidemment, tout un système, des institutions qui sont collectives et dans lesquelles les Camerounais et les Camerounaises, évidemment, vivent et donc participent quelque part à cette longévité du pouvoir. On a les dirigeants qu'on mérite, alors. Non, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre autour de la loyauté. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un système des institutions contraintes. On n'oublie pas évidemment qu'il s'agit d'un pays qui a connu une colonisation, même si le Cameroun était sous tutelle, et donc des institutions répressives. On connaît le passage qui s'est fait dans la violence entre la fin des années 50 et le début des années 60. Donc des institutions qui contraignent la vie politique et qui contraignent la capacité des Camerounais et Camerounaises à exercer leur pleine souveraineté. Alors, vous forgez le concept de loyauté comme grille d'explication du système politique camerounais. Historiquement, le pouvoir organise et met en scène des figures de la loyauté, et si je comprends bien, ce sont elles qui garantissent jusqu'ici sa reproduction. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce que vous appelez la loyauté universitaire. En gros, ces techniques qui neutralisent d'une manière ou d'une autre l'intelligentsia camerounaise restée au pays et qui neutralisent dans le même temps son esprit critique. Comment s'organise cette loyauté universitaire ? Alors, peut-être pour revenir à la notion même de loyauté très rapidement, je l'ai utilisé parce que c'est un concept qui est intéressant, qui a été forgé par Albert Hirschman. Non pas pour montrer la soumission ou le consentement à des institutions ou à un système de pouvoir, mais pour essayer d'expliquer comment des citoyens, des citoyennes doivent jouer le jeu qui leur est proposé dans ces institutions contraintes. Et donc, il ne s'agit pas ici de loyauté au sens forcément de soumission, d'allégeance, comme on le voit dans les motions de soutien, par exemple, mais le fait qu'il faille, si on veut faire carrière, et par exemple carrière universitaire, qu'il faille accepter certaines règles du jeu. Et dans l'institution universitaire, l'une de ces règles, c'est à la fois d'être professeur, mais aussi d'être nommé, par exemple, dans une position administrative, et qui là va vous forcer, en fonction évidemment du rang qui sera le vôtre, à exercer un autre métier que celui d'universitaire.
et donc à vous éloigner plus ou moins fortement de ce métier qui, évidemment, a une vocation critique. C'est la vocation des universitaires, notamment en sciences sociales. Alors, vous parlez d'une société de titres. Pour gagner des titres universitaires au Cameroun, manifestement, c'est plus un combat que pour en gagner dans d'autres pays. Il faut déjà, quelque part, faire acte de loyauté pour grimper dans l'échelle universitaire. Et dès qu'on a grimpé dans cette échelle, il faut, d'une certaine manière, sortir. Parce que, pourquoi ? L'université paye mal, ça ne permet pas d'avoir une autonomie financière. Pourquoi faut-il forcément passer d'une carrière universitaire à une carrière administrative au Cameroun de Paul Biya ? Alors, je parle d'une société de titres parce que plus globalement, la question des titres, et notamment des titres aussi traditionnels, on l'a vu récemment avec Samuel Eto'o. Le titre est important, il permet d'avoir une forme de légitimité, qu'elle soit professorale, coutumière, etc. Et effectivement, avoir des titres pour une carrière universitaire, c'est difficile partout, hein, mais c'est difficile aussi au Cameroun où... Comme je le disais, on n'est rarement que universitaire. Et c'est plutôt une imposition, et c'est ce que j'essaye de montrer. Les maîtres de conférences, les professeurs ont souvent envie de faire carrière, de lire, de faire leurs recherches, mais on leur impose, et ça fait partie de ce système et des règles du jeu, on leur impose de travailler dans un bureau, d'avoir... un budget à gérer, et à partir de ce moment-là, évidemment, il est beaucoup plus difficile de prendre de la distance avec l'ensemble du système de Mais comment pouvoir. ça, on le leur impose ? Est-ce que c'est l'organisation de l'université par les universitaires qui ont, entre guillemets, collaboré avant eux qui fait ça, ou alors c'est un système administratif bien spécifique à ce pays ? C'est-à-dire qu'on va vous nommer. Et ces nominations sont difficilement refusables. C'est là où il y a toute une subtilité. Il serait possible de refuser, mais refuser serait un acte de résistance un petit peu trop visible. Et donc, c'est l'accumulation, effectivement, vous le dites, c'est une trajectoire historique hein, qui fait qu'à un moment donné, Mongo Betty parlait déjà de la fonctionnalisation des intellectuels dans les années 70. Donc, ce que je dis n'a rien de nouveau. Mais ça explique cette neutralisation, comme vous dites, de cette parole critique chez les universitaires. Alors, en parlant d'universitaires, deux opposants de premier ordre au Cameroun viennent du monde de l'université, Maurice Kamto et Cabral Libby. Mais les deux, en tout cas, le premier, Maurice Kamto, il a suivi la trajectoire que vous indiquez, c'est-à-dire une trajectoire entre carrière universitaire et carrière administrative. Il a même été ministre du gouvernement, d'un des gouvernements de Paul Biya, mais il s'en est retiré, il s'en est extrait. Est-ce que c'est un cas qui manifeste cette ambiguïté, ou c'est un personnage qui s'est affranchi ? Alors, je ne connais pas en détail, je n'ai pas fait une recherche spécifique sur Maurice Kamto, mais effectivement, il montre bien à contrario que quand on essaye de s'extraire de ces règles du jeu pour reprendre une forme de liberté de parole, on s'expose à un certain nombre de mesures répressives, hein, puisqu'il a lui-même été emprisonné après sa candidature aux élections présidentielles de 2018. Donc on voit bien qu'effectivement, à partir du moment où vous avez joué le jeu et que vous ne le jouez plus, il est plus difficile pour vous d'exister dans ce système politique. Donc, dans ce système de contraintes, vous évoquez aussi la société civile organisée au Cameroun, impuissante à organiser la dissidence, si on peut dire. Vous partez de l'exemple du syndicaliste Jean-Marc Bikoko, toujours pris au système de loyauté, au piège d'un système de loyauté. En plus, il a un statut de en plus du fait qu'il a un statut de fonctionnaire, il a un lien critique et compliqué avec la France que vous décrivez bien. Oui, alors j'essaye de montrer, donc je connais bien Jean-Marc Bikoko, qui est un syndicaliste qui a subi lui aussi les conséquences de sa parole critique dans les années 90, après l'ajustement structurel, l'austérité particulièrement forte qui est tombée sur les fonctionnaires camerounais. Il a refusé une mutation, son salaire a été coupé, etc.
Et ensuite, il a exercé, on va dire, sa parole critique dans des réseaux qu'on va dire transnationaux, avec des syndicalistes français, des organisations de la société civile française, mais aussi des alliances au Cameroun. Et ces alliances-là internationales, ça lui permet à la fois d'avoir des ressources, à la fois matérielles, symboliques, pour s'imposer et imposer un discours sur la critique des politiques publiques, les politiques de développement, l'endettement, etc. Mais ça l'expose aussi à la critique, puisqu'on sait bien qu'au Cameroun, évidemment, les liens avec la France sont particulièrement sensibles, sont à la fois très présents et en même temps l'objet de critiques très fortes. Donc il s'expose dans cette internationalisation-là à la critique. Et en même temps, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il est très intégré dans cette société civile qui est quand même relativement proche aussi des États, puisqu'il s'agit de critiquer les politiques publiques. Mais en même temps, il porte une parole, là encore une fois, assez critique sur, par exemple, la question des élections. Et c'est dans ces moments-là qu'il subit une forme de répression, puisqu'il va passer quelques jours en garde à vue lorsqu'il va développer cette critique politique. À vous entendre, en fait, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une dictature féroce, il s'agit d'une liberté surveillée et de moyens qu'on met en œuvre pour vous recadrer de manière violente quand vous sortez du cadre de cette liberté surveillée. Alors la solution pour les intellectuels, elle peut être de partir, mais les intellectuels et activistes qui quittent le Cameroun n'en sont pas pour autant très audibles. Comment l'analysez-vous ? Alors, ils sont pas très audibles dans les médias. Ils produisent beaucoup. Quand on regarde la littérature sur le Cameroun, j'en donne une synthèse ici, elle est prolifique. Et dans les cercles universitaires, en tout cas, on sait combien les universitaires et les jeunes universitaires camerounais sont très, très présents. Donc il y a une production intellectuelle intense, à la fois en anglais, évidemment, chez les universitaires anglophones et en français. Ensuite, on les entend peu dans l'espace public. C'est vrai. En même temps, on parle assez peu du Cameroun. Me semble-t-il, et d'ailleurs je vous remercie pour votre invitation, on parle assez peu du Cameroun qui réussit, enfin dont le gouvernement réussit à conserver, on va dire, un profil assez bas dans les radars internationaux, ce qui permet notamment que certaines crises politiques soient assez peu connues dans cet espace qui en connaît pourtant un certain nombre. Et bien justement, en plus, dans ce contexte de pays extravertis, quand la communauté internationale, entre guillemets, ne parle pas, finalement, ça favorise le statu quo et le pouvoir en place. Et il se trouve que la communauté internationale ne s'intéresse pas particulièrement au Cameroun, malgré la guerre civile qui y règne d'ailleurs. Vous évoquez également, comme clé d'explication de la loyauté à la camerounaise, la matrice du nationalisme camerounais, et le nationalisme historique, très présent dans la population, un nationalisme à deux visages, celui de l'UPC, de ceux qui sont vraiment battus pour l'indépendance et contre le colonialisme, et ceux qui ont, donc ces gens de l'UPC qui ont été massacrés par le système colonial et néocolonial, et puis le nationalisme reconstitué, si on peut dire, des tenants de l'ordre actuel, qui se sert de la force du nationalisme historique pour se légitimer. Vous évoquez notamment le questionnement d'Anissé Kane, ancien militant UPCiste, qui se demande comment défendre le Cameroun face au terrorisme de Boko Haram sans défendre le régime RDPC. Donc, quelque part, finalement, Oumniobé vient à la rescousse de Paul Biya. Oui, alors, non. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, c'est cet imaginaire-là, nationaliste, qui est très puissant. Parce que, comme vous l'avez expliqué, il est très ancien. Il est partagé aussi bien par les plus critiques que par les plus légitimistes. Cet imaginaire-là, il est le registre dans lequel on discute politique au Cameroun. Et donc, effectivement, quand la question de la patrie est en danger, comme ça a été le cas, en tout cas, c'est les termes qu'on a pu utiliser lors des attaques qui continuent, de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, dans ce cas-là, évidemment, ce nationalisme peut servir d'outil de légitimation au gouvernement en place, et d'où l'étau dans lequel se trouvait alors Anissé Kane, qui est de dire voilà, je voudrais défendre ma patrie, mais en même temps
est-ce que je dois défendre pour autant le gouvernement? Et donc, c'est un registre intéressant pour essayer d'explorer les rapports entre les dirigeants et les opposants. Est-ce qu'on peut dire que pour les militants sincères au Cameroun, comme pour les entrepreneurs médiatico-politiques, la France sera toujours, vu l'histoire, un adversaire d'importance supérieure à Paul Biya, d'une manière ou d'une autre, et que ça aide ce dernier? Oui, c'est un jeu à plusieurs bandes, en fait. Alors, j'essaye de forger... j'utilise un concept, c'est l'espace public post-colonial, pour bien montrer que ces questions de critique, de loyauté, ils ne se jouent pas que dans l'espace camerounais, mais que la France, comme vous l'évoquez, est toujours là pour servir parfois de cible à la fois aux opposants et au gouvernement qui, effectivement, encore une fois, s'en sert pour alléger, on va dire, sa propre responsabilité dans un certain nombre de défaillance des politiques publiques. Donc effectivement, c'est un legs important de cette période coloniale. C'est un legs qui, dans ce cas-là, effectivement, sert la légitimité d'un gouvernement, mais c'est aussi un legs, on va dire, on peut dire positif, dans le sens où il y a des relations extrêmement fructueuses aussi entre militants camerounais et français depuis l'UPC. Mais justement, en fait, d'une certaine manière, même avec des Français progressistes qui pourraient être des alliés des militants camerounais, il y a des frottements parce que cette conception très jalouse de la souveraineté camerounaise peut créer des embrouilles entre guillemets, y compris avec des collègues. Vous en parlez dans votre livre. Oui, je l'évoque, parce que c'est intéressant, c'est cet espace dans lequel, effectivement, on va se questionner sur qui est le plus légitime, en fait, qui est le plus critique envers tel ou tel dirigeant, gouvernant, qui a le droit, en fait, aussi de prendre la parole sur le Cameroun, sur un ensemble de sujets, et particulièrement, évidemment, quand on est politiste. Est-ce qu'on a le droit de prendre la parole quand on est français, quand on est en diaspora, etc. Donc, c'est un registre, effectivement, dans lequel se discutent ces luttes qui sont parfois professionnelles, corporatistes. Mais encore une fois, c'est une richesse, puisque ça veut bien dire qu'il y a énormément de relations dans la société civile, chez les journalistes, chez les universitaires, entre Camerounais et Français. Parce que les universitaires camerounais, ils s'imposent en interlocuteurs. Ils construisent une sorte de relation d'égalité avec leurs collègues en dépit du déséquilibre de la position des uns et des autres. Je ne sais pas s'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre matériel, c'est-à-dire un universitaire français qui travaille à l'université de Paris n'est pas un universitaire qui travaille à l'université de Tchang au Cameroun. Oui, alors justement, moi je travaille avec mes collègues universitaires de Tchang, on essaye d'avoir il me semble qu'on a une relation équilibrée dans le sens où chacun aura une forme de légitimité. Vous avez raison, symboliquement, dire qu'on vient de la Sorbonne, etc., c'est toujours quelque chose qui est symbolique, mais les collègues camerounais auront une connaissance bien plus fine de beaucoup d'autres sujets et je pense que chacun se retrouve en fait dans cet échange. Vous évoquez également le système électoral camerounais comme moyen de conforter la loyauté au profit du régime. D'ailleurs, dans l'extrait vidéo que l'on a vu, Paul Biya explique aux journalistes français qu'il a toujours été élu et n'est donc pas un dictateur. Donc, que les populations votent ou qu'elles boycottent, que les élections soient truquées ou pas, elles demeurent un rituel important et légitimement. Et on se demande comment ça, pourquoi en fait elles continuent de prendre cette importance. Et vous l'expliquez par l'histoire et par l'histoire du parti unique. Les élections étaient importantes même avant le multipartisme parce qu'elles signifiaient quelque chose. Oui, alors elles étaient même importantes dès 1956, au moment des élections sous la tutelle française, quand l'UPC n'a pas été autorisé à participer. On voit bien qu'on faisait des élections pendant la période coloniale. Donc il y a une forme de légitimité, encore une fois, de cet outil qui a perduré effectivement pendant la période du parti unique où les injonctions qu'on retrouve dans différentes archives et puis qui étaient déjà montrées par d'autres collègues, l'injonction c'était de faire voter à 100%
pour le parti. Donc, encore une fois, et puis les élections servaient aussi à éventuellement à ce qu'il y ait une compétition entre certaines élites politiques, régionales, etc. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les élections sont encore un passage obligé? Là, c'est le fait que le Cameroun soit dans une communauté internationale dans laquelle, même dans les régimes les plus autoritaires, l'élection est une obligation pour les dirigeants, quelles qu'en soient les modalités. Et c'est vrai que le Cameroun le gouvernement camerounais subit un certain nombre de pressions pour des réformes depuis les années 90. Sur le fichier électoral, sur la biométrie, sur ELECAM, etc. Mais il est vrai aussi que le gouvernement a réussi à résister à un certain nombre d'injonctions. Et on voit bien que les partis politiques d'opposition, un petit peu moins aujourd'hui, je pense, les acteurs internationaux, demandent régulièrement des réformes électorales pour une meilleure conformité, on va dire, de ces modalités à ce qui est considéré comme un standard international. Malgré l'absence de standard, le président Paul Biya peut se prévaloir de ces élections entre guillemets mal foutues. Et donc, finalement, participer aux élections, c'est déjà entrer dans un système de loyauté. Alors, c'est le grand débat, j'ai l'impression, en ce moment, au sein de la société civile camerounaise. Faut-il ou non participer ? Et comme je vous le dis, c'est un débat qui est ancien, en tout cas dès le moment du multipartisme. Il y a eu boycott, pas boycott, etc. Il me semble que là, c'est à chaque citoyen camerounais, camerounaise de se décider. Ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage, c'est qu'en 2013, quand la biométrie est arrivée, les nouvelles cartes électorales sont arrivées, il y a eu une forme de fierté et d'enthousiasme par rapport à ce système qui viendrait régulariser les modalités électorales. Pareil, en 2018, on a vu un enthousiasme pour aller voter du fait d'une offre politique renouvelée. Et on a bien vu que le système a été un petit peu chamboulé par cette participation, puisque les résultats ont été contestés. Les partis, les candidats et leurs supporters ont été emprisonnés. C'est donc que cette participation a déstabilisé le gouvernement et qui avait une forme d'envie de changement. Donc, en gros, étant donné que ce système s'est fondé sur la légitimation électorale, y compris lors du parti unique, y compris lors d'élections truquées, plus on pousse la contradiction et qu'on l'oblige à montrer, à sortir de lui-même pour arracher le pouvoir suite à ces élections, plus il se fragilise. C'est ce que moi j'appelle le risque démocratique, effectivement. Il me semble on peut continuer à jouer le jeu qui est proposé et à un moment imposer une forme de changement. Alors, le titre de votre chapitre 5 interpelle « Je ne suis pas camerounais ». C'est le titre du chapitre. Vous parlez des sécessionnistes anglophones, et alors peut-être que je me trompe, on a l'impression que pour vous, leur transgression radicale est finalement la seule manière de sortir des logiques de loyauté et de faire dissidence au Cameroun. Et cette phrase, je ne pourrais même pas la poser au Cameroun. C'est-à-dire, en gros, c'est eux qui poussent le bouchon le plus loin en remettant en cause les couches du système de loyauté camerounais. Alors, effectivement, je pense que cette phrase « je ne suis pas camerounais », c'est une véritable offense au gouvernement, du fait de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le nationalisme comme véritable ciment partagé. Malgré, évidemment, certains registres tribaux ou ethnicistes parfois, mais je pense que le nationalisme est suffisamment solide pour aller au-delà de ces segmentations. Et effectivement, le fait de dire « nous ne voulons plus appartenir à cette communauté politique », c'est un défi, et on a bien vu que la réponse à ce défi a été une répression armée particulièrement violente. Et puis finalement, il y a une sorte de retour à la, entre guillemets, à la barbarie, si on peut dire, parce que sans débouché politique, la sécession
en fait, elle éclate et elle finit par rebuter, y compris les gens qui ont voulu s'inscrire dans ce registre-là. Nous enregistrons cet entretien quelques jours après la remise à Emmanuel Macron des conclusions d'une commission mixte franco-camerounaise sur la mémoire de la guerre d'indépendance. Est-ce que ce retour sur l'histoire peut aider à défaire les chevaux complexes de toutes les logiques qui immobilisent le Cameroun, qui est enfin un pays immobile qu'on pourrait qualifier, mais ce ne serait pas juste de sans avenir. Non, ce serait pas juste du tout. Je pense que cette commission, elle s'inscrit dans plusieurs agendas politiques. Celui d'Emmanuel Macron, qui veut faire un travail de mémoire tous azimuts, et puis un agenda de mobilisation de la part d'acteurs camerounais depuis longtemps, même si ça n'était pas forcément connu, qui font un travail de terrain dans les zones qui ont été touchées par les violences dans les années 50-60 et qui ont progressivement réussi à imposer cette question, aidés aussi par des universitaires français, et notamment dans ce livre Cameroun, qui a exposé la violence de la répression française contre l'UPC et ses branches armées. Et donc ce travail qui a été demandé par différentes personnes me semble un bon moyen effectivement de remettre en tout cas sur l'agenda médiatique et dans l'espace public cette question de l'effacement de l'histoire de l'UPC et de la violence que cela a engendré. Donc c'est toujours une bonne chose puisqu'on va reparler de cette histoire méconnue, pour plein de raisons, parce que l'Algérie était bien plus proche et plus importante à l'époque. En même temps, on va voir ce que ça donne dans l'espace public camerounais. Est-ce que ça crée véritablement des débats ? Est-ce que c'est véritablement ce qui importe aujourd'hui aux citoyens et aux citoyennes camerounaises? Je pense que c'est un élément important, mais qu'il y a d'autres aspirations qui sont peut-être encore plus fortes dans la société camerounaise. Marie-Emmanuelle Pommerol, merci. Merci.